Une explosion massive a eu lieu dans la province iranienne de Zanan, et au moins 14 membres du CGRI ont été tués, selon les médias iraniens. Mais la raison de cette explosion reste encore un mystère. Selon la déclaration officielle elle-même, et cela vient des médias iraniens, ils parlent d'un engin non explosé. Autrement dit, une bombe que soit des avions israéliens, soit peut-être des avions américains, ont largué pendant la guerre et qui n'a pas explosé. Et maintenant ils essayaient de la déplacer ou quelque chose comme ça, et elle a explosé, tuant 14 soldats du CGRI et en blessant quelques autres. Comme vous le savez, Internet est coupé en Iran depuis plus de 2 mois maintenant. Donc il est très difficile de confirmer des nouvelles comme celle-ci. Mais cela vient des médias iraniens. Donc, on peut supposer que l'incident a bien eu lieu. On ne sait tout simplement pas exactement ce qui s'est passé. Était-ce vraiment une munition non explosée ou était-ce autre chose ? La raison pour laquelle il y a des doutes concernant l'explication fournie par les médias iraniens, c'est parce qu'on a vu beaucoup de morts mystérieuses ces dernières semaines concernant des membres du CGRI. Il semble que ce ne soit pas juste des erreurs, peut-être que quelqu'un les vise. Mais malgré tout, ce serait l'incident le plus meurtrier que nous ayons vu depuis le début du cessez-le-feu le 7 avril. 14 personnes ont été tuées, peut-être plus, car certaines sont blessées et reçoivent actuellement des soins. Il y a quelques jours, nous avons reçu un rapport indiquant qu'Israël se préparait à annoncer l'échec des négociations et l'autorisation de reprendre les frappes sur une installation iranienne. Ce rapport n'était pas si important, car nous recevons régulièrement des rapports similaires des médias israéliens et américains. Ensuite, le ministre israélien de la Défense a déclaré « Nous pourrions bientôt devoir agir de nouveau en Iran pour empêcher le régime de menacer Israël dans les années à venir. » Bien sûr, cela ne signifie pas que ce qui s'est passé en Iran est forcément lié aux forces israéliennes ou américaines. Mais c'est tout de même un point à surveiller de près. Nous avons aussi d'autres raisons de le croire. Peut-être s'agit-il des Iraniens eux-mêmes. Et cette raison vient des politiciens iraniens, qui sont tellement inquiets d'un soulèvement qu'ils font des commentaires publics à ce sujet. Hier encore, le député iranien Sabedi a déclaré que les autorités maintiennent l'accès à Internet international restreint pendant la guerre, par crainte qu'il ne soit utilisé pour organiser des troubles. Si l'accès à Internet était rétabli, certains mercenaires armés pourraient organiser des rassemblements via ces réseaux. Sabdi a aussi mentionné le soulèvement national des 8 et 9 janvier, où les forces de sécurité ont tué des milliers de manifestants, affirmant que des événements similaires pourraient se reproduire si les restrictions étaient levées. Il a indiqué que la coupure, ordonnée par le Conseil suprême de la sécurité nationale, durerait tant que les conditions de guerre persisteraient. Des déclarations comme celle-ci sont la preuve exacte que nous n'avons pas besoin de chercher des preuves pour savoir si le peuple iranien soutient le régime ou non. Des responsables du régime déclarent publiquement que le rétablissement d'Internet pourrait entraîner des manifestations similaires à celles de janvier. Ils s'inquiètent davantage du peuple iranien que de la guerre. L'économie s'effondre à cause de la coupure d'Internet, mais malgré cela, les responsables préfèrent la garder coupée plutôt que de risquer de perdre le pouvoir à cause des manifestants. En plus de cela, les exécutions continuent en Iran. Cela signifie que nous pouvons continuer à ajouter au nombre de personnes dont nous savons qu'elles sont mortes lors des manifestations de janvier. Il y a seulement quelques jours, nous avons entendu le chef de la justice iranienne. Donc, cet homme est en quelque sorte le principal responsable ou le juge principal en Iran, disant qu'ils continueront à exécuter toute personne liée aux manifestations qui ont eu lieu en janvier. Écoutez bien, c'était en direct, à la télévision. L'une des revendications du peuple est qu'une personne... L'une des demandes légitimes du peuple est que ceux qui ont commis des crimes, ceux qui ont collaboré avec l'ennemi, ceux qui agissent potentiellement comme des agents de l'ennemi à l'intérieur et à l'extérieur du pays, soient poursuivis, rapidement identifiés et jugés sans délai. Bien sûr, il est naturel que cela soit fait conformément à la loi, sur la base de l'équité et de la justice. C'est précisément ce que l'ennemi ne veut pas. Ces individus vils et maudits croient, par exemple, que le système judiciaire agit selon leurs désirs. Nous disons qu'ils ne devraient pas être exécutés. Qui êtes-vous pour dire qu'ils ne devraient pas être exécutés? Vous avez tort de dire qu'un criminel qui a versé le sang de nos proches, de notre peuple bien-aimé, et qui a tenté de semer l'insécurité en temps de guerre, ne devrait pas être exécuté. Nous les punirons avec toute peine prévue par la loi.
Nous ne prêtons aucune attention aux paroles et aux discussions de ces gens arrogants qui pensent encore détenir le pouvoir de l'arrogance, le pouvoir qu'ils croient eux-mêmes avoir. C'est pourquoi, je vous le répète et j'insiste, et je veux que les affaires soient traitées rapidement et avec précision, que les peines soient prononcées plus tôt, conformément à la loi, appliquées et rapportées à toutes les étapes. Soyez gouvernement chaque jour, appliquez-le tous les pays. Les responsables iraniens, et plus précisément les gardiens de la révolution, sont tellement paranoïaques qu'ils tuent des gens simplement parce qu'ils utilisent Starlink, simplement parce qu'ils se connectent à Internet. Regardez ce reportage. Assam Al-Adin, père de 2 enfants, a été battu à mort après avoir été arrêté pour avoir utilisé Starlink afin d'accéder à Internet. Starlink est interdit dans le pays depuis le 28 février, depuis le début de la guerre. Pourtant, des gens sont tués, sans même être jugés. Ces personnes sont tuées en prison juste pour avoir utilisé Starlink et s'être connectées au monde. Al-Adin a été arrêté il y a environ 2 semaines, après avoir été accusé de s'être connecté à Internet avec Starlink. On ne lui a pas fourni de preuves pour cette accusation. Il n'a pas eu l'occasion de se défendre. Il n'est même jamais allé au tribunal. Il a été battu en prison et il est mort. Son corps a ensuite été confisqué et n'a été rendu à la famille que lorsqu'ils ont accepté de signer un contrat disant qu'ils ne parleraient pas publiquement de ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose que les responsables iraniens et les soldats iraniens faisaient déjà auparavant. Pendant la manifestation, ils tuaient des gens et emmenaient simplement le corps dans un endroit central où les familles pouvaient venir identifier le corps. Mais ils ne pouvaient récupérer le corps que s'ils acceptaient de payer les balles qui avaient servi à tuer leurs proches, et aussi s'ils acceptaient de ne pas en parler publiquement. S'ils acceptaient de dire que, eh bien, il faisait partie de la police, il faisait partie du régime. Ce n'était pas un manifestant. Il ne pouvait récupérer le corps qu'en signant un document attestant qu'il faisait partie du régime. Comprenez que ce genre de sujet est probablement pas adapté à YouTube car il est sensible. Je comprends si YouTube ne veut pas vous le montrer. Mais c'est ce que le peuple iranien subit chaque jour. Et c'est pour cela que nous couvrons la guerre en Iran. Si vous pouvez prendre une seconde, cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner juste en dessous. Ça fait vraiment une différence sur le nombre de personnes qui verront cette vidéo. Maintenant, parlons de ce qui se passe du côté des négociations. Et malheureusement, nous n'avons pas vraiment beaucoup de nouvelles informations. Hier, nous avons expliqué que l'Iran avait envoyé une nouvelle proposition, qui est un peu meilleure que la dernière qu'ils ont envoyée il y a environ 1 semaine. Mais nous ne connaissons toujours pas les détails exacts de ce qui est inclus dans cette nouvelle proposition. Mais nous savons que les États-Unis sont peu susceptibles de l'accepter. Voici ce que le président Trump a dit hier à propos de la proposition. Écoutez bien. Donc, ils veulent conclure un accord, mais je n'en suis pas satisfait. L'Iran veut conclure un accord parce qu'ils n'ont plus d'armée, essentiellement, et ils veulent conclure un accord, mais je n'en suis pas satisfait. Vous savez, c'est des dirigeants très divisés, hostiles les uns envers les autres. Ils ne s'entendent pas. Ils sont vraiment confus par ce qui s'est passé, parce qu'en gros, l'essentiel de leurs forces armées a été anéanti. Mais nous venons d'avoir une conversation avec l'Iran. Voyons ce qui va se passer. Mais je dirais que je ne suis pas satisfait. Leur direction est très désorganisée, ils se disputent beaucoup entre eux, ils reviennent, l'un dit une chose, l'autre en dit une autre, ils sont très confus. Évidemment, leur pays a été franchement décimé. Leur marine n'existe plus. Leur force aérienne n'existe plus. Beaucoup de leurs soldats, malheureusement, ne sont plus là. Ils doivent vite trouver une solution. Actuellement, je ne suis pas satisfait de leurs actions. Comme je l'ai dit, nous ignorons les détails précis de la nouvelle proposition renvoyée par l'Iran. Mais les détails que nous connaissons proviennent de la couverture d'Axios, qui est une organisation de presse qui a très bien couvert tout ce qui se passe concernant les négociations. Eh bien, voici une interview du journaliste qui a couvert toutes ces histoires et il partage exactement ce qui était inclus dans cette contre-proposition iranienne, ou je suppose une contre-contre-proposition. Alors écoutez bien. Quelles sont les dernières infos sur le contenu de la proposition envoyée par l'Iran ? Donc, cette proposition est en fait une réponse aux amendements américains qui ont été remis à l'Iran par l'envoyé de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, lundi. Ce que Witkoff a envoyé aux Iraniens, c'est essentiellement une tentative de réinsérer dans le projet d'accord
des questions liées au programme nucléaire iranien. Des questions que les Iraniens ont essayé de retirer de l'accord et de se concentrer uniquement sur le détroit d'Ormuz. Witkoff a demandé de les remettre dans l'accord. Les Iraniens ont envoyé leur réponse à propos de ces amendements hier soir. D'après ce que je comprends, les Iraniens se sont rapprochés davantage des amendements américains, mais ne les ont pas acceptés. Et je pense donc que le président Trump a dit qu'il n'était pas satisfait de la réponse iranienne, qu'il n'était toujours pas vraiment conforme à ce que les États-Unis voulaient. Maintenant, si les négociations ne résolvent pas réellement la question nucléaire, il faudrait supposer, ou je suppose qu'on devrait supposer, que la guerre recommence. Et en lien avec cette option, la présence militaire américaine au Moyen-Orient n'a pas vraiment diminué. En fait, on voit de plus en plus d'avions de ravitaillement atterrir sur les bases américaines et d'autres sites opérationnels américains dans la région. Et justement hier, le président Trump a eu une réunion top secrète dont les médias étaient au courant. Lors de cette réunion, il a rencontré des commandants militaires qui lui ont exposé des options pour les États-Unis, si les négociations n'avançaient pas. Voici ses commentaires. Vous avez eu un commandant du CENTCOM qui est venu ici hier. Est-ce qu'il vous a présenté une approche différente? Des options? Quel genre d'options? En quoi cela serait-il différent? Eh bien, des options. Je veux dire, est-ce qu'on veut y aller et simplement les anéantir une bonne fois pour toutes? Ou est-ce qu'on veut essayer de trouver un accord? Je veux dire, voilà les options. Vous voulez aller l'anéantir complètement? Je préfère éviter. Sur le plan humain, je préfère éviter. Mais c'est l'option. Est-ce qu'on veut y aller en force et simplement les éliminer? Ou est-ce qu'on veut faire quelque chose? C'est une unité très désunie, comme tu peux le comprendre, Peter. Très désunis. Je veux dire, ils ne s'entendent pas entre eux, et ça nous met dans une mauvaise position. Un groupe veut conclure un certain accord, l'autre groupe veut conclure un certain accord, y compris les plus radicaux. Les plus radicaux veulent aussi conclure un accord. Pourquoi ne le feraient-ils pas? Ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas de force aérienne, ils n'ont pas de défense anti-aérienne. Ils n'ont rien du tout. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, nous devons revenir en arrière et regarder comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne veut pas seulement dire remonter à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qadjar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'Iran et à la façon dont nous en sommes arrivés là aujourd'hui, allez absolument y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description, ou simplement en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche devant vous. En gros, cliquez sur la vidéo qui est sur votre écran.